30 ans. Ça fait un peu plus de 2 ans que j'ai dépassé cette fameuse trentaine. Et ça n'a pas cessé de générer des bouleversements et des questions que je ne me posais pas il y a 10 ans. Il m'a fallu un certain temps pour me rendre compte que toutes mes conversations avec mes amis tournaient plus ou moins autour des mêmes sujets. Nos vies professionnelles, nos vies amoureuses, notre rapport à notre corps, l'urgence climatique, la situation économique. Autour de moi, les gens ont commencé à parler de reconversion professionnelle, de recherche de mieux-être, de sens. Certains se sont séparés de leur partenaire, d'autres se sont mariés ou ont fait des enfants, d'autres ont choisi de ne pas en faire. Et puis cet été, en plein milieu d'une saison en bord de mer, une question m'est posée par quelqu'un de bien plus jeune. Ça vous fait quoi d'avoir 30 ans en 2022 ? Sur le moment, j'ai pas su trop quoi répondre, mais cette question a tourné viré dans ma tête. C'est vrai ça ? C'est quoi avoir 30 ans en 2022 ? Est-ce que tout le monde est comme moi ou est-ce que je suis la seule ? Est-ce que les autres se posent les mêmes questions ? Est-ce qu'on vit les mêmes problématiques de vie, les mêmes perturbations ? Est-ce que le constat est le même pour tous ? Est-ce que la vie qu'on nous avait fait miroiter il y a 10 ans n'est pas celle qu'on constate maintenant ? Est-ce que le schéma promis nous rend heureux ? Et d'ailleurs, c'est quoi être heureux ? Les gens qui m'entourent me rejoignent dans mes questionnements, on en discute même pendant des heures. Mais est-ce qu'on est juste une poignée ou est-ce que ça touche tout le monde ? C'est en voyant que les gens de 20 ans n'avaient pas du tout mes préoccupations que toutes ces questions ont déferlé dans ma tête. Alors je me suis dit que pour en parler, pour se rendre compte qu'on n'était peut-être pas les seuls face à tout ce bordel actuel, le mieux, ça serait quand même d'aller en parler à ceux qui en parlent le mieux, c'est-à-dire les gens de 30 ans. Et c'est pour ça que je suis allée à la rencontre des gens dans mes âges, approchant de la trentaine pour certains, d'autres l'ayant un peu dépassé, mais pour savoir si on en était tous au même point, et comme pour faire un témoignage de notre génération. À nos 30 ans. 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 Donc aujourd'hui, on est dans un nouvel épisode de À nos 30 ans et je suis avec Eugénie. Bonjour Eugénie. Bonjour. Et on a bu un peu de vin, il est vrai. Eugénie, je vais te laisser te présenter pour les gens. Oui, je m'appelle Eugénie. Figure-toi que j'ai 30 ans, c'est pour ça que j'ai le passe-droit pour participer à ce podcast. Et Dieu sait que c'est pas rien. Et oui. Dans la vie, je suis maman à mi-temps. Enfin, je suis tout le temps maman, mais une semaine sur deux, un peu plus quand même. Je travaille dans un lycée avec les jeunes à l'internat et c'est trop cool. Et ce que j'aime dans la vie, c'est cuisiner, dessiner et beaucoup rigoler, je pense. J'avais cru comprendre, en tout cas pour le rire. Oui. Vu que ça fait 2 fois qu'on reprend le début de cet épisode. Du coup, comment ça se passe quand tu sors du bac à peu près ? C'est quoi à peu près le parcours ? Mon parcours, mes études. Moi, j'ai fait un bac pro déjà. Un bac pro quoi ? Un bac pro communication graphique. Et avant, j'avais fait un CAP de dessin. Et ensuite, après le bac pro, je me dis, bon, je vais continuer mes études parce que je ne vais pas rester sur un bac. Mais j'ai besoin de travailler, donc j'ai fait un BTS communication graphique en alternance pendant 2 ans. Et c'était trop cool. Et après, 1 an ou 2 après, j'ai passé le BAFAM et voilà, je me suis arrêtée au BTS. Ok. Ouais. Donc ça, c'est les études. Et qu'est-ce que tu fais de ce petit bagage après ? Après, j'ai quand même travaillé mes 2 ans où j'étais graphiste dans une boîte pendant mon BTS. Ensuite, j'ai travaillé à la mairie d'Angers dans le service communication graphique et imprimerie. Enfin, ça m'a plu. Et après, à l'époque, j'ai décidé de suivre un de mes copains de l'époque, sauf que je ne trouvais pas de travail dans le graphisme là où on était. Et donc, j'ai postulé dans les lycées. Et donc, j'ai été prise dans un lycée pour être AED, donc surveillant. Et depuis, je fais ça. Enfin, non, j'ai fait 2 ans à Montréal où j'ai fait d'autres tafs. Mais sinon, là, actuellement, je suis AED. Ok, ce qui est plutôt un chouette taf. Oui, vraiment. Enfin, quand on aime les jeunes, le social et les journées qui ne se ressemblent pas, c'est génial. Et les 2 ans à Montréal ? Et les 2 ans à Montréal. J'ai travaillé, j'ai fait plusieurs jobs. J'ai été aide dans une cuisine dans un lycée. J'ai travaillé dans une fruiterie qui vend des fruits et des légumes. Et j'ai travaillé dans le job que j'ai préféré, qui a duré le plus longtemps, c'était une épicerie de produits vrac.
Ok. locaux. Et trop bien, c'était trop bien. Et c'est quoi la vie d'expat française à Montréal? C'est chouette? C'est chouette, c'est une adaptation en fait. Moi au début je travaillais beaucoup, j'étais avec quelqu'un qui n'avait pas forcément trouvé un job tout de suite, donc j'enchaînais des semaines à plus de 50 heures, donc c'est vrai que je travaillais beaucoup et je sortais un petit peu mais pas tellement. Et puis après j'ai moins travaillé donc je sortais plus et tout ça, mais j'aimais bien la liberté de déplacement, je pense, à Montréal. Je me posais pas de questions que je me pose peut-être parfois un peu plus en France, genre on va m'emmerder, tout ça, dans la rue, machin. Mais là, je me posais jamais cette question en fait. Même Et il n'y a pas de harcèlement de rue à Montréal? Si, je pense qu'il y en a. C'est juste que. C'est moindre, peut-être? Ouais, sans doute. Puis peut-être que. Ouais, je sais pas. Il fait trop froid. Il y a moins motivé. Non, mais par contre, non, ouais. C'était vraiment 2 belles années. Je suis trop contente de les avoir fait. Je suis trop contente d'être rentrée aussi. Mais j'ai aucun regret, quoi. Et du coup, tu as un peu le comparatif de vivre dans un autre pays 2 ans, ça donne un prisme intéressant quand tu as une vie quotidienne. C'est quoi un peu le recul là-dessus? Est-ce qu'il y a des trucs que tu apprécies en France ou il y a des trucs qui te manquent? Oui, en fait, pour revenir, j'avais un peu fait une liste des pour et des contre à revenir aussi. Donc, les pour en France, par exemple, c'est tu fais 2 heures de route, tu changes complètement de paysage, que ce soit les villages, tu changes un peu de culture ou de façon de faire ou de spécialité. Moi qui suis très branchée cuisine, c'est vraiment un aspect qui m'intéresse beaucoup. On va à la mer rapidement, à la montagne rapidement, dans les autres pays rapidement aussi en Europe. Ça, c'est vraiment cool. Le fait d'avoir mes amis, ma famille, tout ça, pas si loin, c'est quand même très agréable. Même si j'avais des amis là-bas, mais il y a des moments où c'est un peu plus dur quand même. Et tout l'aspect aussi médical. Enfin, les vacances et tout l'aspect médical où, même si en ce moment on en chie quand même pas mal à avoir des médecins, des rendez-vous, des machins, là-bas, le fait, en tant qu'expat en tout cas, de ne pas avoir trop de sécurité en termes de médical, ouais, c'était un peu flippant. Parce que du coup, vous êtes sous quel régime quand vous êtes expat? En fait, quand on va là-bas, moi c'était en PVT, fallait que je prenne une assurance de voyageur, ce que j'avais pris, mais c'était pas incroyable, quoi. Ok. Ça assure le strict minimum en cas d'hospitalisation? Ouais. Moi, je flippais un petit peu, par exemple, à l'idée de tomber enceinte, quoi. Ok. Parce que c'était une période où, quand même, c'était quelque chose qui me tentait dans la vie, mais pas là-bas, quoi. Ok. Donc, et ça fait aussi partie... devenir maman, ça faisait aussi partie du pour à rentrer en France. Ok, d'accord. Tu préférais avoir un enfant ici, sur le territoire français? Clairement. Parce que sinon, là j'étais en PVT, donc c'était mieux si t'étais résident, mais résident ça mettait des années, donc bon, pas du tout la patience pour ça, ni l'envie de faire ça. Non, mais ça se comprend. Voilà. Du coup, tu es passé un peu brièvement sur une info aussi. Tu disais que tu aimes bien cuisiner, mais c'est au-delà de ça. C'est-à-dire que tu crées des recettes, tu les filmes sur Instagram, tu donnes plein de petits tips. Tu as même donné une petite interview radio très, très drôle pour expliquer tes recettes. Qu'est-ce que ça prend comme place dans ta vie? Comment c'est venu? Comment s'en est arrivé à cette ampleur-là? Je pense que c'est un truc de famille, un peu d'aimer manger, d'aimer faire plaisir. Je crois que ça vient de là surtout. Au-delà d'aimer manger, aimer faire plaisir, ou recevoir et faire plaisir aux gens, ça c'est un truc de famille, quoi. On aide tout le temps et on adore aller chez les uns et recevoir chez nous. Je parle de mes parents. Et moi j'ai ce truc-là en fait. C'est comme ça que je donne mon amour, c'est souvent en cuisinant. Tu le répètes souvent, ouais. Je vous montre mon amour en vous cuisinant les trucs. Manger ses cookies. Quand certains n'ont pas tout bouloté avant qu'on puisse les goûter. Oui, il y a de l'amertume dans mon propos. Je ne le cache pas. Ouais, c'est venu de ça, je pense, d'un truc un peu généreux et de partage. Parce qu'en fait, la bouffe aussi, ça rend tellement les gens heureux. Et c'est tellement agréable de se retrouver autour de ça. Et, enfin, c'est un truc très satisfaisant pour moi.
Et parce que ça m'intéresse depuis toujours, c'est vraiment un de mes sujets préférés, quoi. Avant manger, je parle de manger. Pendant manger, je parle de manger. Après manger, je parle de manger, quoi. Ouais. Donc, c'est un de mes sujets préférés. Et oui, du coup, je le développe sur un petit compte Instagram que j'ai ouvert vraiment cette année. Donc, Qui s'appelle les carnets de Gênes. qui s'appelle le carnet de Gênes, parce que Gênes, c'est mon surnom. Et qu'à la base, je dessinais à l'aquarelle, je peignais à l'aquarelle que dans des petits carnets. Donc voilà, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Et donc, je partage un petit peu mes recettes en dessin. Et j'espère développer ce truc-là pour un jour, qui sait, avoir un petit livre de recettes qui m'appartient. C'est pas tant pour la gloire, c'est plus pour la satisfaction d'avoir mon petit livre de recettes à partager avec les autres. Bah ouais, mais je trouve ça pas mal. Enfin, moi, j'ai goûté quelques trucs par-ci, par-là. Ouais, souvent sucré, il va falloir faire un crème salée. Ouais. Même si j'ai loupé encore une fois les petits gâteaux au caramel la semaine dernière. Et la tarte banane chocolat cette semaine. Bah oui, mais il y en a qui vont plus vite que moi. Hein. Encore une fois, pas de nom ici, mais ils se reconnaîtront. Ils se reconnaîtront. C'est vrai qu'il est rapide. Ouais, bah il y en a qui trépignent. Encore une fois, pas de nom à ton arrivée. Mais je suis accueillie, en fait. Ah bah, il y a une aide d'honneur régulièrement. Et la déception est là d'ailleurs quand tu viens avec rien du tout. Oui, vraiment. Même moi, je me dis, je vais devoir leur dire que je n'ai rien. Oui. Non, moi ça va. Du coup, je me mets en non-attente et comme ça, comme ça, je suis pas déçue s'il y a rien. Moins de pression sur mes épaules. Voilà, c'est pas pour que ça reste plaisant. Cependant, continue de faire de la bouffe, s'il te plaît. Merci. Du coup, la question que je voulais te poser va remonter un peu plus loin. Donc, tu as parlé de ton voyage au Québec, tu as parlé de différentes... Je trouve ça dommage d'ailleurs ce que tu m'as partagé aussi, le moment où tu as été une mascotte dans un... Non, mais si, parce que je pense qu'il faut en parler. Tu as été mascotte dans un parc. En fait, j'ai fait plein de mini-jobs en attendant d'avoir... en revenant de mon premier voyage, parce que j'ai fait un premier voyage de 4 mois où j'ai visité une bonne partie du Québec, une partie du Canada et une grosse partie des États-Unis quand même. Et en revenant de ce voyage, je suis restée quelques mois dans un endroit où je ne trouvais pas spécialement de taf fixe. Et donc j'ai enchaîné les petits boulots, dont celui de mascotte dans un parc pour enfants. Et donc j'ai l'honneur et je pense pas qu'on ait beaucoup à pouvoir dire qu'on a été un jour lion ou zèbre dans nos vies. Mais c'était horrible en vrai comme job. Je suffoquais. Je suffoquais là-dedans et j'étais beaucoup trop petite en fait pour le costume. Heureusement, quelqu'un m'accompagnait pour pas que les gamins me sautent dessus. Après, chaque expérience est bonne à prendre. J'ai loupé le coche pour être girafe, mais bon. Non, girafe serait effrayé tout le monde au génie, ça n'a aucun sens. Girafe d'un mètre 60. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Elle a un tout petit cou. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que ces jambes ? Putain. Mais non, mais moi je trouve ça bien. Et justement, je voulais quand même savoir, quand tu fais plein de jobs comme ça, parce que je pense qu'on a ça en commun, d'avoir fait plein de petits boulots à gauche, à droite, jusqu'à peut-être trouver en tout cas des trucs un peu plus près de nous. Ouais. Qu'est-ce que justement ça t'a appris en termes de... nous, on en a parlé beaucoup de fois toutes les deux, mais est-ce que t'as... Comment dire ? Pour les gens qui le font, et même en général pour l'expérience, qu'est-ce que ça t'a appris de bon sur toi ? Ou en tout cas, est-ce qu'il y a des choses que tu acceptes, que tu n'acceptes plus ? Oui, c'est ça. En fait, à force de tester, je me suis dit, ok, ça je peux, ça je peux pas. Typiquement, l'usine, j'ai rapidement compris que c'était pas fait pour moi. J'y arrivais pas, je me faisais engueuler toute la journée. T'étais pas trop petite pour attraper des plateaux ? En fait, non, c'est parce que j'étais dans un truc de brioche et là, c'était une ligne où il y avait des pains au lait. Il fallait absolument mettre 5 pains au lait dans les barquettes et moi, je n'arrivais à en choper que 4 à chaque fois avec mes mains, qui sont pas si grandes, c'est vrai, mais on me disait « Mais Eugénie, c'est 5 pains au lait, 5, pas 4 !» Et j'étais genre « Mais je fais ce que je peux !» Est-ce que t'as foué toute une génération de clients qui ont ouvert des barquettes avec 4 pains au lait au lieu de 5 ? Mais peut-être. Ouais. Et le problème, c'est que quand on mettait un peu plus loin sur la ligne, donc au carton,
Bah, c'était le même problème en fait, juste j'étais trop petite pour faire des piles de carton. La grosse nullose de Donc l'usine. finalement, je pense que c'est mon corps qui n'est pas adapté à l'usine. Non, en vrai, c'était pas fait pour moi et l'ambiance était horrible. Et c'est ça que j'ai découvert en fait, c'est je peux faire beaucoup de jobs si l'ambiance et les gens qui m'entourent sont bienveillants et si on me dit quand je fais des choses qu'ils ne font pas, c'est ok, mais quand on me dit ce que je fais bien, c'est bien aussi. J'en ai besoin même, j'ai besoin de reconnaissance. Et à force de tomber dans plein d'équipes différentes, c'est ce que je trouvais. Et puis j'arrivais à le formuler, quoi. Moi, j'ai besoin qu'on me dise quand ça va. C'est ok qu'on m'explique quand ça va pas, parce que j'ai besoin d'explications, mais qu'on me dise ce qui va bien, c'est important aussi. Ouais. Ok. Mais, Ça s'entend, je trouve ça ouais. plutôt sain. Mais le fait de faire plein de petits jobs aussi, c'est pas on est résilient, mais on en retire des choses drôles. Par exemple, typiquement, moi quand j'étais dans la mascotte de ZEP, je trouvais pas ça drôle du tout, alors que maintenant je trouve ça hilarant et je suis trop contente d'avoir fait ça parce que je peux en faire des blagues. Alors que, oui, c'est ça, c'est de la résilience. Et puis, du coup, je suis contente de ce que j'ai maintenant. Et voilà, en fait, il me faut pas grand chose pour être heureuse, j'ai juste besoin d'être bien entourée. Ok. C'est un bon constat. Et du Ouais. coup, ça va nous amener juste sur la question suivante. Est-ce que tu arrives à te rappeler plus ou moins de la personne que tu étais il y a 10 ans, donc tu avais 20 ans? Ouais, je pense. Qu'est-ce qui se passe sur cette décennie-là? Je sais qu'ensemble, on a parlé aussi tous les deux de thérapie, tout ça. Donc, Ouais. sur les 10 ans, et on parlait aussi tout à l'heure, on disait qu'est-ce qu'on a changé en 10 ans? Et heureusement. C'est quoi l'avancée en 10 ans sur, ça peut être ton rapport à ta psyché, ton rapport au physique, ton rapport à prendre soin de toi, ton rapport aux autres. Qu'est-ce qui change sur cette dernière décennie? Moi, je pense qu'il y a vraiment quasiment tout qui a changé. À part, je pense, ma façon de prendre soin des gens. Enfin, moi, c'est ce que je dis parfois, c'est que moi, mon moteur au quotidien, c'est de me lever et me dire ah, c'est trop cool, je vais pouvoir faire plaisir à telle ou telle personne, ça va être trop cool. Enfin, c'est vraiment mon moteur et ce qui me booste au quotidien, c'est de faire plaisir aux gens, quoi. Voilà. Et ça, je pense que je l'ai jamais perdu. J'ai toujours beaucoup entretenu les amitiés ou les relations, peu importe la relation, mais ça, c'est la chose que j'ai pas perdue. Après, dans le reste, je pense que beaucoup de choses ont changé. Mon rapport à mon corps a énormément évolué. Maintenant, je suis plutôt... L'autre fois, je faisais un exercice avec quelqu'un où chacun notre tour, on se disait ce qu'on appréciait chez nous et ce qu'on n'appréciait pas. Et c'était trop cool comme exercice. Et c'est vrai qu'il y a plein de petites choses que j'aime pas, mais en fait, ça me pourrit pas. Maintenant, j'accepte vraiment mon corps. Et pourtant, après une grossesse, c'est pas toujours un truc acquis. Mais je crois que ouais, je commence à bien aimer mon corps. Chose qui a été compliquée pendant longtemps. J'étais toujours dans un truc, une petite quête de faut que sur la balance ça soit moins, quoi. Et sauf qu'il y a des fois, en fait, je me sentais juste mieux à. Moi qui aime la bouffe en plus, je me sentais juste mieux à manger. Même si c'était un petit peu plus, c'est pas grave, je vais me dépenser plus. Et voilà, je voulais juste trouver un bon équilibre. Des fois, je lâchais prise, et puis des fois, je me remettais dans un truc un peu plus psychorigide, quoi. Mais j'ai passé des mois entiers à me peser chaque jour, voire plusieurs fois par jour. Ouais. C'était un peu problématique, mais je le gardais bien pour moi. Et ça te mettait en souffrance, ça? J'y pensais, en fait, souvent. Ok. J'y pensais souvent. Après, c'était pas de la souffrance pure. J'en étais pas malade. Je me suis jamais fait vomir, par exemple, ou me suis jamais fait souffrir, quoi. Et j'acceptais, j'ai toujours accepté d'être gourmande et d'aimer les bonnes choses à table, par exemple, tu vois. Mais mon rapport à l'alimentation a changé. À 25 ans, j'ai arrêté de manger de la viande. Je suis pas devenue végétarienne,
parce que j'aime pas trop cette étiquette. J'aime pas trop les étiquettes en fait. Parce que de temps en temps je mange du poisson, j'adore les fruits de mer. Après, j'en mange pas chaque jour, mais ouais, c'est quelque chose que j'ai arrêté principalement pour la souffrance animale. C'était un truc que je supportais plus de voir, quoi, auquel j'avais pas trop envie de participer. En tout cas, pour la viande, je m'en suis sentie capable. J'ai arrêté le poisson pendant 2 ans à Montréal, parce que je sais pas, c'était facile. Et j'ai repris en revenant en France. Je sais pas si j'arrêterai un jour. Je sais pas si c'est un régime alimentaire que j'aurai toute ma vie. Je verrai bien, en fait. C'est pareil, je me culpabilise pas là-dessus. Quand on m'invite à manger, je veux pas qu'on se prenne le chou pour moi. Je peux m'apporter mes choses. Enfin, je veux pas que ce choix-là, ça soit un sujet. Ok. Ça l'a souvent été dans mon ancienne belle famille où on m'en parlait très régulièrement. Du fait que tu consommes pas de viande ? Ouais. Ok. C'était un vrai sujet. Alors au début, tu t'expliques gentiment parce que moi je suis plutôt dans la bienveillance, j'étais pas du tout énervée en expliquant voilà, il y a ça qui se passe dans le monde, enfin c'est dégueulasse. Et non, j'expliquais les choses et que voilà, c'était mon choix, mais je voyais que ça heurtait les gens en fait. Ça heurtait les gens alors que c'était pas le but. Mais c'est plutôt étrange que ça l'est pas, parce que ça change pas eux leur régime alimentaire. Ouais, c'est ça. Alors que là maintenant, je suis entourée que de gens qui s'en foutent. Qui s'en foutent complet, et moi c'est parfait quoi. Ouais. Je pense que c'est la meilleure attitude de toute façon. Ils s'en foutent, et quand je viens, moi je m'en fiche de manger des pâtes au fromage quoi, tu vois, je suis ravie. Hein. Voilà, on se prend pas le chou. Et des fois on me fait des plats pour moi, j'ai pensé à toi, donc l'intention est trop cool. Et puis s'il n'y a rien qui est prévu, c'est pas grave, je vais manger que des frites au restaurant et je serai ravie quoi. Je m'en fiche, je veux juste être avec tout le monde. Moi, ce que je mange m'importe, mais ce que je mange avec vous m'importe pas, je veux juste être avec vous. Ok, donc les gens plutôt que ce qu'il y a dans l'assiette, quoi. Ouais. Avec qui tu partages le repas, c'est plus important. Ah oui. Ouais. Oui, le moment est plus important. Je n'aime pas manger seule, par exemple. C'est pas trop mon truc. D'accord. Je vais manger seule de temps en temps, par obligation, parce que j'ai faim, mais je vais combler avec une série, quelque chose, parce que j'aime pas trop... le silence quand je mange, c'est pas mon délire, quoi. Ok, mais de toute façon, t'as quelque chose de très communautaire, comme ça, que t'aimes bien. Ouais. Moi, je crois que je t'ai visualisé très vite avec des grandes tablées de gens. Moi, si j'avais une maison, j'aimerais que ça soit l'auberge. Ouais. Viens qui veut, mange où vous voulez, venez, c'est chez vous, quoi. Ouais. Et dans ton rapport au corps, est-ce que tu penses que le fait que le discours a quand même changé ces dernières années sur les réseaux, entre autres, on a quelque chose de vachement plus bienveillant que quand nous, on était ados. Oh ouais, clairement. Moi, je me rappelle, on discutait avec une copine, on parlait des magazines, dont un qui s'appelait Jeune et Jolie, qui était vraiment abject. C'était vraiment comment faire 45 kilos. Pub, tout voilà. Ça, et puis il y a quelque chose qui a changé après MeToo. J'ai l'impression qu'on a commencé à dire c'est pas ok les commentaires sur le corps, et puis on va peut-être laisser les gens habiter leur corps comme ils l'entendent. Est-ce que tu penses que ça a joué aussi dans ce lâcher prise, en plus du fait de, sans offense, prendre de l'âge et avancer Ouais, non mais bien sûr. Et puis en tant que graphiste, des fois on nous entraînait à retoucher des photos. Ouais. Tu vois, c'est genre de petits détails où j'étais genre, moi ça, je trouve ça mignon en fait, je vois pas pourquoi on le cache. Enfin, c'est des petits détails comme ça. Mais oui, clairement, moi, les réseaux sociaux, au début, je pense pas que ça m'ait aidé au début. Parce que, en fait, d'un coup, tu as la porte ouverte sur le monde et tu vois que des gens n'ont pas l'impression de forcer pour être un canon de beauté que tu visualises ou que tu vises, alors que pas forcément, quoi. Et alors que maintenant, ça va vachement mieux. En fait, j'ai tout simplement fait du tri dans ce que je suis. J'essaie de suivre que des comptes qui me font du bien. Si je sens qu'à un moment ça me heurte, c'est qu'il y a un truc à changer. Et si ça continue, peut-être arrêter de suivre quelque chose qui fait que je me sens pas bien, tout simplement. Mais non, maintenant j'ai un recul nécessaire, mais je suis ravie de ne pas avoir grandi avec ça. Ouais. C'est quelque chose que j'envie pas du tout à la génération de maintenant. Ultra connectivité. C'est à la fois incroyable d'avoir une ouverture sur le monde pareil, et à la fois c'est un peu dangereux, je pense. C'est beaucoup, en fait c'est trop d'informations, et donc
C'est On n'a pas inarrêtable, le temps. c'est Ça inarrêtable. s'arrête pas et c'est tous les jours, toujours plus. Et on n'a même pas le temps de faire le tri et d'avaler la première information que la deuxième arrive, voire la troisième et la quatrième. Donc voilà. Mais de toute façon, je pense que ce qu'on a constaté, c'est qu'on a des ados anxieux, Donc, clairement, très très anxieux. on est anxieux, mais pas sur les mêmes choses en fait. Alors il y a des choses qui se rejoignent, hein, la pression des études, du bac, du choix de nous demander dès le collège choisir un métier alors que on ne sait pas quoi. Et moi, j'ai l'impression qu'on nous demandait déjà ça à l'époque, mais moi, Oui. j'ai l'impression de l'avoir pris avec beaucoup plus de légèreté. Enfin, j'ai pas souvenir d'une pression. On nous demandait ça, mais en fait on n'avait pas les réseaux, donc on ne se comparait pas au monde entier non plus. Moi, tu te rends compte, j'ai eu Facebook quand j'ai eu mon bac, quoi. Enfin, en gros, c'était... Ouais, ben moi je me suis inscrite sur Facebook, je pense que j'avais 16 ans, 15 ou 16 ans. Donc, bah voilà, hein, j'ai C'est 2008-2009. eu un ordinateur chez mes parents quand j'avais 14 ans. Hein. Ouais, pareil. Donc, les mécènes, moi ça a commencé à 14 ans. Enfin, Oh, et mécène, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme Messenger. Un peu comme Messenger. Oui, on pourrait s'envoyer des whiz. Ah, les whiz, quelle pression sociale, putain. Par contre, je me disais, ouais, nos parents, ils captaient vraiment rien à l'époque. Enfin, ils comprenaient pas. Nous, c'était, je sais pas, je pense que c'était pareil chez toi. Moi, ma soeur, elle avait MSN, moi aussi. Du coup, ma mère, elle avait un peu partagé. Parce que nous, on se battait un peu pour l'ordi, tu vois. C'était... Ouais, il y en avait qu'un. À qui, voilà, il y avait pas, c'était pas sur ton portable. Déjà, moi, quand j'ai eu un ordinateur portable à l'entrée à la fac, Ouais. j'étais genre, ah, c'est bon, quoi. Ma soeur peut prendre l'ordi fixe. Tu sais, j'ai un peu trop mon indépendance. Ah, ouais. Mais je me rappelle d'avoir vécu à Barcelone où on se donnait rendez-vous avant, on s'écrit sur les ordis. Ouais, exactement. Genre rendez-vous, moi j'étais à Barcelone, donc place à Catalunya dans 20 minutes, tu vois. Et Exactement. en fait, je me rends compte à quel point c'est allé vite en quelques années. Ouais. Moi j'avais un Blackberry, tout ça, ça s'installait pas dessus. Maintenant, on se donne rendez-vous, mais il y en a un qui arrive au rendez-vous, il lui dit t'es où tout de suite. C'est tu ça. vois. On n'attend plus Non, ouais, on n'attend quelque plus part. rien. On n'attend plus. On parlait tout à l'heure de l'absence de... Enfin, ils supportent pas la frustration, les jeunes. Ouais. Et encore, moi et toi, encore moins que nos parents, l'attente d'un coup de fil. Mais nous, plus que eux, en tout cas. C'est-à-dire que, Oui, bien sûr, bah, déjà, mais comme ça fait crescendo. c'est hein. ça. MSN, fallait attendre que ça soit libre. Ouais. Moi, je me Et- rappelle en 6e d'appeler ma meilleure amie le soir, ma meilleure amie du collège, sur son fixe, tu vois. Et on n'avait pas cette autonomie. Maintenant, carrément, on sait si la personne a lu nos messages, si elle a écouté nos vocaux. Si tu À vas sur quelle heure elle Snap, s'est tu peux connectée. savoir où elle est. Oui, c'est vrai. J'ai pu. T'as la localisation. On est dans l'ultra-contrôle de tout. Ouais, tout le ouais, temps. c'est ça. Tu peux clairement fliquer des gens. Et d'ailleurs, le fait que ça angoisse les gens, tu sais, quand on dit que quelqu'un t'a laissé en vue, Oui, oui. ça, moi, ça n'existait pas. C'est-à-dire Mais qu'à l'époque, t'envoyais un message, ça veut pas dire que je t'ai pas en pression, t'envoyais un message à ton crush. Mais puis c'est surtout, tu répondais pas. En fait, parce que rien que les textos, ça coûtait 10 centimes. C'était payant. Donc, clairement, t'envoies une info, t'attends pas de réponse. Hein, Ouais, ouais. Et la situation d'attente, elle reste la même. Mais là, moi, je vois vraiment C'est ça. des élèves en PLS parce qu'on les a laissés en vue. Oui. C'est-à-dire Oui, que oui. voilà, c'est le vrai mépris virtuel, Clairement. quoi. Mm. Bah écoute, on verra encore l'autre génération d'après. Exactement. Et d'autre part, tu disais en tout début d'interview que tu es maman d'une petite fille Oui. qui est j'avoue. extrêmement mignonne, Oui. il faut le dire. Oui. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est que, ça aussi, on a échangé plein de fois là-dessus, donc le monde actuel est un peu particulier. Je pense qu'il y a des grandes nouveautés. Bon, la situation économique, c'est pas la première fois qu'elle est en creux, ce sera pas la première fois de l'histoire. Par contre, la grande nouveauté, c'est l'aspect écologique aussi, Ouais. qui est plus en jeu que jamais dans l'histoire de l'humanité. Je pense qu'on peut être assez clair là-dessus. Bon, sans être dramatique, c'est pas le moment le plus Non. serein, voilà, même par rapport à quand on était plus jeune, où on en parlait C'est ça. moins. Ouais, c'est ça. Est-ce que... Comment c'est d'avoir voilà, un est-ce que enfant, déjà, parce toi, que- l'aspect économique, ça te... Enfin, est-ce que ça te questionne dans ta vie professionnelle? Est-ce que ça t'a obligé à faire des choix ou pas du tout? Est-ce que tu continues de tracer selon tes envies? Et je voulais savoir si le fait d'être mère, quand tu as décidé d'être mère, est-ce que ces questions-là se mettaient en place dans ta tête? Et tout simplement, jusqu'aujourd'hui, le fait d'être mère te donne un prisme différent sur le monde d'aujourd'hui, qui est un petit peu violent et qui est un peu complexe, même si c'est pas que binaire, mais voilà. Ouais.
Je vais commencer avec... déjà, alors, je suis plus avec le papa de ma fille, mais c'est vrai que j'avais l'impression, dans cette relation, de me poser un peu moins de questions qu'actuellement. Actuellement, oui, voilà, j'ai beaucoup plus de temps pour me poser ces questions, figure-toi. Non, mais je me posais moins ces questions-là. Je sais pas pourquoi, j'étais un peu moins inquiète aussi, peut-être. Je le suis pas non plus... je suis pas paniquée chaque jour. L'aspect financier peut me paniquer, peut me stresser, mais c'est quelque chose qui a toujours été, là un peu plus parce que se retrouver de deux à toute seule pour gérer des finances d'une maison, d'un quotidien, tout ça, c'est une autre organisation si, des fois, en fait, ce qui m'embête, c'est ça, des fois, je dois faire des choix dans mon mois, dans ce que je vais acheter, ça, c'est un peu chiant. Moi, j'aimerais effectivement être payée, dans l'idéal de ma vie, j'aimerais être payée un tout petit peu plus, juste pour mettre de côté un petit peu, mais profiter, mais des choses simples, c'est vraiment aller boire un coup avec des collègues, ne pas réfléchir si j'ai envie de me faire un resto dans le mois, ne pas réfléchir, partir en week-end sur un coup de tête, mais pas des sommes de folie, quoi, vraiment juste... en fait, Oui, c'est ça. être tranquille avec les dépenses, ouais, pas compter. Mais tranquille, me dire que je peux le faire, alors que maintenant, des fois, je sais que je peux pas le faire. Donc ça, c'est un peu frustrant, mais bon, c'est une frustration qui se gère, mais oui, ça c'est un truc que j'aimerais qui évolue. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression que plus on vieillit, pour le coup, et plus certains se posent et font des achats de grands malades avec des maisons, ont des postes importants et tout ça, et moi c'est vraiment pas mon cas. Et j'ai l'impression que dans le social, ça va être compliqué d'avoir un poste important, si tu veux. Donc voilà, il va falloir que, quand même, parce que j'aimerais augmenter mon salaire, par exemple, tu vois, mais il faudra que je trouve d'autres solutions, etc. Mais c'est un truc, que j'aimerais qui évolue pour le coup, ou alors que d'un coup, la vie soit carrément moins chère, ça serait ça. Ce qui ne va pas arriver. Ce qui ne va pas arriver, donc voilà. Et d'ailleurs, petit aparté, avant que tu continues, je voulais savoir comment tu te positionnes, toi, par rapport au schéma sociétal qu'on nous a un peu inculqué, un mari, une maison, et, un boulot fixe et tout. Oui. Comment, est-ce que c'est quelque chose de frustrant ou t'es complètement chill à l'idée de pas t'y conformer totalement? Ah non, je suis trop bien avec ça. Ok. À un moment, est-ce que ça a pu être une source une espèce de but, ou est-ce que tu as toujours été très à côté de ça en disant je fais ce que je veux et je m'en fiche? Mon petit espèce de but qui me quitte pas encore complètement, c'est j'aimerais mieux gagner ma vie, ce que je disais avant. D'accord, donc c'est juste ça. Mais en soi, avoir une maison, je kifferais bien, tu vois. Après, c'est plus un but dans ma vie. Être en couple... Attends, je vais vers où là? C'est vraiment toi qui as tracé le chemin toute seule. Oui. En tout cas, former la famille idéale avec un père, une mère ensemble et leurs enfants, clairement, moi, ça a pété relativement rapidement après la naissance de ma fille. Donc ça, c'est pareil, j'ai vite fait le deuil là-dessus et maintenant, je suis trop heureuse dans ma vie, quoi. Et d'ailleurs, à l'époque où tu t'es séparée du papa de ta fille, est-ce que justement, là, ça a pu être compliqué au sens du schéma ou du point de vue des autres, ou encore une fois, non? Ouais. Moi, je vivais clairement comme un échec. Ok. Mais pour moi et aux yeux des autres, c'était vraiment un truc global. C'est un peu... en fait, dès qu'il y a eu la séparation, c'est là où j'ai commencé à dire, tu sais quoi, c'est un gros truc là qui se passe quand même. On va commencer à prendre soin de soi. Et c'est là que j'ai appelé une thérapeute tout de suite et que j'ai commencé un petit travail sur moi-même, quoi. En fait, j'avais surtout besoin à ce moment-là d'avoir quelqu'un et de dire mais voilà, il y a ça qui se passe dans ma vie, c'est horrible. J'avais besoin de pleurer un bon coup et que ça soit justifié.
Et non, ça m'a fait trop du Et bien. le tout en payant. C'est exactement. Et j'en vois toujours une de temps en temps, mais j'appelle quand j'ai besoin. Enfin, c'est un truc que je gère bien. Disons que enfin, moi je dis ça comme si c'était un exemple, mais pas du tout. Mais je sais pas, en 4-5 séances, la rupture c'était quelque chose qui était vu. 4-5 séances réparties sur plusieurs mois, je précise. Et voilà, j'avais pu dénouer le gros truc, et puis maintenant je la revois quand moi j'ai envie de travailler sur des choses qui me posent problème, quoi. La thérapie t'a permis de rendre ça moins dramatique, moins grave. D'avoir un autre point de vue, en fait, ouais. que celui que moi je voyais uniquement, quoi. Et ton entourage, il réagissait pas aussi mal que toi? Enfin, est-ce que t'as l'impression qu'on t'a renvoyé à un échec de... Pendant la rupture? Bah oui, du fait parce que ça faisait quand même quelques années que t'étais avec le papa de ta fille. Enfin, en fait, ils étaient tristes pour moi, mais en fait, parce que il m'a quitté 2 fois en l'espace de très peu de temps. Et en fait, la deuxième fois, c'était genre, oui, on se doutait un petit peu que ça allait se repasser, parce qu'il n'y avait aucun... Il y avait quelques indices. Il y avait quelques indices, quoi. Il n'y avait aucun effort. Par rapport au fait qu'il ne vivait plus là. Et... Ouais, voilà. Pardon. Donc voilà, il y avait... Bon, c'était pas la grande surprise, quoi. Non, c'était pas la grande surprise, c'était plus, bon, allez, maintenant, on sort de tout ça et on relève la tête complètement et on vit pour soi. Chose que j'ai fait, et c'était trop cool. Et aucun regret... je suis trop contente dans ma vie. Enfin, voilà. Quand je regarde en arrière et que je regarde les faits, je suis genre, wouhou, c'est trop bien. La période de merde servait à ça, en fait. Exactement. Mais après, ça reste le papa de ma fille et tout ça. Bien sûr. Et voilà, moi, du moment que Charlie, heureuse, est chez son père et chez moi, moi, c'est vraiment ce qui m'importe, c'est son éducation et son équilibre, hein. De toute façon, j'ai pas envie qu'elle passe d'un extrême à l'autre à chaque fois qu'elle change de semaine. Donc pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien se passer. En tout cas, on se marre bien avec Charlie, donc c'est cool. Et donc à l'époque où tu tombes enceinte de Charlie, on est plus ou moins dans les histoires de confinement, tout ça? Ouais. C'est quoi, 2020, moi j'ai accouché 2021 en décembre 2021. Et genre mars 2022, on enlevait le masque, en gros. D'accord. Et oui, donc c'est ça, on est dans une période un peu nulle. Dans les délires plus de vaccins. Ok. C'était une grosse période. Est-ce que ça, à l'époque, au moment de concevoir ta fille, tout ça, est-ce que c'est des choses qui te questionnent ou pas du tout? Tu dis que tu te questionnais un peu moins à l'époque avec ton conjoint, ton ex-conjoint qu'aujourd'hui. Ouais. Est-ce que ça a pu jouer? Parce que je sais que ça a créé une grande vague anxiogène chez plein de gens, ce qui était aussi légitime. En tout cas, plus, pas que le Covid, mais aussi la façon dont c'était géré, du fait d'avoir été... Ça a été, géré... Pas terrible. Bof, en vrai, bof. C'était un peu angoissant. Ouais, c'est ça. C'était un peu, soyez chez vous, c'est bon, vous pouvez sortir. Et non, dommage. Faites-vous un papier. Vous pouvez quand même sortir avec un masque et un petit papier. C'est ça. Vous pouvez l'enlever pour boire votre bière, mais il faudra le remettre après. Surtout 2 mètres entre vous et votre voisin. Ah, finalement, 1m50 à 1 mètre. Ok. Et finalement, vous retournez chez vous. Vous pouvez travailler, mais vous retournez chez vous après le travail. On était genre... Gel hydroalcoolique. Putain, il y a des trucs dont on n'a jamais autant entendu parler pendant cette pandémie, quoi. Oh, vraiment. Comme si se laver les mains était devenu à la mode. Oui. Les gars, lavez-vous les mains tout le temps, en fait. Oui. Par exemple, c'était mieux pour... Mais on n'avait pas, j'ai une copine qui était ça le jour, on n'avait pas du tout la même conception des maladies et des virus. Enfin, on était vachement plus light. Ouais, une grippe, quoi. Ouais, on était mais aussi, tu peux continuer à travailler en cuisine avec une grippe. C'est que dalle. Voilà, et je pense que ça a rendu un peu plus parano. En tout cas, est-ce que concevoir un enfant à cette période, puis le porter et le faire naître à cette période assez particulière, est-ce qu'à l'époque ça a fait surgir des choses chez toi? Moi j'étais... Non, ça allait. C'était plus l'aspect écologique que je voyais. Le Covid, pour moi, c'était un truc qui allait passer, se tasser, tu vois. C'était une sale passe. C'est un peu comme ça que je le visualisais. Bon, ça va passer et on va en reparler. Enfin, j'ai vite pris du recul en me disant, quand on va en reparler dans quelques années, on va se dire, mais qu'est-ce qu'on a branlé, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Quel est ce trou? Ça va être incroyable dans les livres d'histoire de plus tard. Qu'est-ce qu'on va leur raconter? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Comment on va l'illustrer? 2 vieux avec un masque et n'importe quoi dans le caddie.
Et puis des lois Que complètement des- aléatoires. Sortez, c'est bon. Que Ah des- non, Que des rouleaux de PQ dans un rouleau de Des- caddie de vieux paniqués. avec des sacs de riz. Et surtout, si tu achètes autant de riz, ton PQ va vraiment te servir à rien, en fait. Mais Ça sert à oui, rien. oui, oui, non, vraiment, ça va te constiper, quoi. Prends des Bref, fibres dans ce cas-là. Non, je me posais moins de questions. Après, le contexte social fait que si. Moi, à la base, mon truc dans ma tête, c'était genre, bah, j'aurais 2 enfants. Enfin, tu vois, c'était un peu ça. Mon Charlie est né. Et très rapidement, limite, j'étais encore à la maternité, je me suis dit, non, j'aurais qu'un enfant. C'est bien. C'est bien. Et rapidement, ça c'est un peu. Alors, bien sûr, elle a que 2 ans, il y en a plein qui vont me dire tu vas voir. Parce que les gens sont jamais satisfaits en fait de ce que les autres ont. Et on va me dire mais tu verras, tu vas rencontrer quelqu'un d'autre ou tu vas changer d'avis. Franchement, pour l'instant, les gars, je suis trop heureuse avec ma fille et comme je dis partout, je ferais pas mieux quoi. Non, puis c'est bien. C'est formidable. C'est déjà super dur. En fait, c'est ça aussi. Je trouve qu'on nous a pas assez parlé du fait que c'était dur. C'est dur la maternité. Ouais, c'est dur. Moi, des fois, j'ai peur d'avoir ce discours un petit peu trop... faites gaffe, hein, parce que c'est vraiment dur. Hein. Mais c'est parce que moi, on me l'a tellement pas vendu de la même manière que je suis pas du tout défaitiste. Je trouve ça trop bien. Il y a des moments incroyables que je vis et je trouve que plus elle grandit, plus je kiffe. Moi, les enfants qui se mettent à parler beaucoup, oh là 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 là, mais c'est tellement mon kiff. Et donc, moi, j'ai hâte de nos grandes discussions, tout ça. Enfin, c'est vraiment les discussions avec les enfants, je trouve ça incroyable. Ouais, puis même quand elle va grandir, même à Ouais, l'adolescence, c'est ça. tu vas la voir passer par plein d'étapes Bien sûr. où elle va être en confrontation avec toi et en même temps, elle aura besoin de toi. Détester. Oui, mais ça sera très sain. Mais oui, Ça sera très sain. Elle pourra plus blairer ma voix. Ouais, tout ce que tu vas dire va être là, genre, ok. Nul à chier, je te déteste. En même temps, t'as quoi 1000 ans Et donc, ouais, moi, plus le temps passe et plus je kiffe, en fait. Donc c'est dur, mais c'est quand même très dur, chouette. Mais c'est chouette. Et puis, en fait, elle m'apprend beaucoup sur la patience, notamment. Et non, sur l'éducation, c'est un des sujets qui m'intéresse énormément, l'éducation. On dirait un petit peu qu'on est là... qu'on est un petit peu des chimistes avec nos mômes à faire des tests et à échouer beaucoup et à recommencer et à se dire ah mais là ça fonctionne et 2 jours après ça ne fonctionne plus, formidable. Et donc voilà, on fait des tests et c'est ça être parent, c'est échouer plein de fois et réussir parfois mais continuer quand même et puis un peu essayer de kiffer l'aventure parce que si tu kiffes pas l'aventure c'est un peu long comme aventure. C'est très très long. C'est ça. Là, tout de suite, ça m'a angoissée. Et du coup, imaginons qu'un jour, ta fille, quand elle sera plus grande, si elle te demande, tu savais l'état du monde et tu m'as fait quand même, est-ce que c'est envisageable pour toi, ce genre de discussion? Parce que peut-être qu'un jour, les enfants vont être grands et ils sauront qu'on parlait peut-être déjà de thématiques écologiques à notre époque. Ouais. Bah ouais, après, est-ce que je vais lui dire que pour le coup, j'étais pas forcément consciente de tout et que je me rendais peut-être pas compte de... c'est très égoïste de faire un enfant. Oui, mais il y en a qui disent que c'est égoïste de pas en faire. Moi, je trouve que c'est ça plutôt qui est incroyable, l'inverse, en fait. Ouais, c'est plutôt... incroyable d'entendre ça, mais égoïste de pas en faire, non mais n'importe quoi. Oui, en tout cas, c'est souvent l'argument. Il y a beaucoup de filles sur Instagram qui en font pas. Genre, si je fais pas, je sais pas trop, quoi. Pour le coup, là, ça a été ça. Ouais. J'ai fait nous avons fait un enfant, moi, j'étais pas toute seule. Mais c'est vrai que avec le recul, je me dis, waouh, c'est bien dur quand même. Après, ça va parce que je suis entourée et que je suis pas seule dans le truc et que après, voilà, mon rythme de vie actuellement me convient parfaitement parce qu'en fait, quand je fais 1 semaine intense avec elle et tout ça et je donne beaucoup pour être très présente et je mets un point d'honneur quoi parce que j'en ai qu'une et j'ai envie de faire ça bien. Bien sûr. Mais j'ai besoin de ma semaine de repos. Oui, t'as ta soupape en fait et toi en tant que personne. Ouais, c'est ça.
je fais ce que je veux, quoi. Et c'est parfait. Moi, en vrai, c'est vraiment un équilibre idéal pour moi. Au final, en fait, après la rupture, je me suis dit, bon, alors, qu'est-ce que je peux en tirer de bien? Eh bien, une semaine sur 2 mois me convient parfaitement. C'est ça. Mère à mi-temps, mère ultra présente, et Ouais, après c'est femme, ça. femme Femme. qui fait ses activités à côté. C'est ça. Ok. Bah, ça a l'air pas mal. Ouais, c'est cool. Après, je vends pas ça comme un truc idéal. Hein. Bah, je crois que c'est comme chacun veut, en fait. Mais moi, en tout cas, c'est ce qui me convient très très bien. Mais c'est vrai que j'entends moins maintenant de gens qui veulent en faire genre 5, tu vois. Les gens sont genre, un, ça sera déjà pas mal. Ouais, c'est ça. Bah, puis en fait, le fait de devoir pas mal travailler, que tout coûte de plus en plus oui, là, cher. il y a l'aspect économique, là, ces derniers temps. Naturellement, tu te dis, bah, je galère, on galère peut-être déjà à 3, 4, tu vois. On va peut-être pas surenchérir, quoi. Ben, moi, j'aime bien l'idée que même qu'on ait adouci le discours autour de la maternité. Moi, je pense qu'à l'époque, entre autres, de ma maman, c'était pas du tout, enfin, en tout cas, très peu envisageable de ne pas avoir d'enfant. Je me rappelle que ma mère m'a dit, on estimait toujours que ceux qu'on n'avait pas eu, c'est qu'ils pouvaient pas. Oui. Et aujourd'hui, je crois qu'on a carrément fait la paix avec l'idée que pas en avoir, c'était ok aussi. Et moi, je sais que quand j'ai... Moi, je trouve ça trop cool aussi. Hein. Moi, je sais, quand je le dis à mon entourage, je suis pas sûre de voir d'enfant, et aujourd'hui, je suis carrément presque totalement sûre de pas en vouloir. J'ai tout le monde qui m'a dit ok. Il n'y avait pas ce truc de oh mon Dieu, que va être ta vie? Non, mais c'est ça. Non, c'est bien, c'est que les discours changent et qu'on a toutes les options possibles. Il y en a plein qui me disent, mais elle va être toute seule, mais non, Charlie aura énormément d'amis. Mais bien sûr. De toute façon, il y a toujours cette obsession de la solitude. J'avais même entendu une fille sur Instagram qui avait eu qu'un enfant avec son conjoint et qui, je crois, lui, soit avait fait une vasectomie, soit elle s'était fait stériliser. Et les gens disaient, mais en gros, si tu perds ta fille, t'auras plus personne. Elle disait, c'est terrible, c'est-à-dire que l'autre serait une espèce de rechange. Enfin, les gens fantasment un truc un peu chelou. Non, mais c'est clair. Donc je pense que chacun fait ce qu'il veut. Soyez parents si vous êtes dans l'idée de parents, ça donne une énergie assez importante. Et sinon, c'est bien aussi, je veux dire... Puis tu peux t'occuper des enfants autrement qu'en en ayant. Et puis, avec l'école, tout ça qui va commencer bientôt, je pense qu'elle serait contente d'avoir ses sas où elle est un peu seule aussi. Moi, quand je l'entends se raconter des histoires dans sa maison de poupée, je trouve ça déjà incroyable, quoi. Je suis genre, oh, c'est tellement mignon. C'est qu'elle est extrêmement mignonne. Moi-même, je ne reste pas totalement insensible. Et du coup, ce que je vais te demander pour terminer ça, de toutes ces années de Montréal, de tes jobs de girafe, de zèbre, de lion, en tant qu'AED, en tant que graphiste, tout ça, la vie a été pleine d'expériences. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, puis le fait d'être mère aussi, qui est quand même relativement important, est-ce qu'il y a aujourd'hui quelque chose, un leitmotiv, ou un adage qui t'a marqué, ou une leçon que tu aurais toi-même retenue, qui t'aide aujourd'hui à être moins anxieuse ou peut-être à te mettre moins facilement dans des guêpiers, tout ça, enfin quelque chose qui te permet d'avancer un petit peu plus sereinement? Est-ce qu'il y a quelque chose ou juste que tu as appris sur toi et qui t'a fait du bien, qui a décanté les choses? Je pense que ce qui m'en a appris le plus sur moi, c'est la rupture. Vraiment, ça a été un déclencheur incroyable. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à raconter un peu mes faiblesses à ceux qui m'entouraient, parce qu'avant, je ne les racontais pas. Alors que ça ne me rend pas plus parfaite, quoi, de ne pas les raconter. Au contraire, ça me rend bien plus humaine. Et donc, ça m'a rapprochée vraiment de tous ceux qui m'entourent. Et j'ai un peu décidé de prendre le temps de faire les choses. Il y a plein de choses qui se passent dans ma vie en ce moment et l'idée, c'est vraiment de prendre le temps. Prendre le temps de les apprécier, de les appréhender. Et je me dis souvent, quitte à faire les choses, autant les faire bien. Ou avec le temps qu'il faut. Avec le temps qu'il faut. Je mets souvent beaucoup d'énergie quand j'aime. Et ouais, c'est ça. Donc, je sais que je peux être de nature que ça soit très intense, très vite, tout ça.
mais sans être frustrée ou quoi, j'ai envie de prendre le temps de faire plein de choses et de me faire passer aussi ce que j'ai jamais trop fait, apprendre à me faire passer en premier de temps en temps, quoi, en tout cas. Ouais, même régulièrement, je pense. Ouais, régulièrement, c'est bien. Régulièrement. Pour donner aux autres seulement, je pense que c'est... Ouais, c'est ça. En fait, ouais. Je pense qu'il fallait un bon équilibre entre donner et me faire passer aussi voilà, en première, et ce que j'avais pas avant. Ce que je développe maintenant, c'est pas encore le top du top, mais c'est en cours d'acquisition, et régulièrement, il y a des gens qui me le rappellent, donc c'est très très cool. Donc être vulnérable face aux autres, c'est ok. Ça, oui. Et se faire passer en priorité. Enfin, pas en priorité, mais en tout cas, prendre soin de soi. Oui, prendre soin de soi et ne pas oublier ce que soi on ressent pour que ça passe dans l'eau et que ça soit ok pour tout le monde, quoi. Moi aussi, j'ai un avis et je ressens des trucs, et des fois c'est ok, des fois c'est pas ok, quoi. Eh ben, je trouve que c'est une bonne leçon pour terminer cet épisode. Merci infiniment. C'était De très rien. cool. C'était trop chouette. Oui, on va aller boire de l'eau maintenant. Ouais. Oui. Merci à vous d'avoir écouté un épisode de À nos 30 ans, le podcast qui témoigne d'un âge de l'entre-deux assumé et raconté par les trentenaires eux-mêmes. À bientôt!